La Crimée brûle. Une attaque de drones a frappé les bases russes. Des explosions secouent la péninsule. Moscou perd des millions. Kiev ayant détruit un Solntsepeck et 10 blindés. Panique en Biélorussie où les hommes, même pères de famille, sont mobilisés. Zelensky a chargé Mikhailo Fedorov de préparer un plan militaire pour l'année à venir. Pékin aide à contourner les sanctions. La Chine envoie dans la Russie d'énormes cargaisons, de drones via la Thaïlande. Kiev joue son atout le plus fort. Le coup clé est porté par Kirilo Boudanov. Poutine prépare les Russes à une nouvelle mobilisation. Il veut forcer 2 millions de personnes supplémentaires à aller au front. La Pologne a déclaré qu'elle était prête à miner la frontière avec la Russie et la Biélorussie en seulement 48 heures. Pendant ce temps, en Alaska, un accord gazier secret a été signé. Nous allons vous dire ce que l'on sait à cette heure-ci. Je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite, l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. Pris au piège de sa propre guerre. C'est ainsi que le magazine The Economist décrit la situation du terroriste retranché dans son bunker. Selon les journalistes, la Russie ne peut pas atteindre les objectifs de la guerre. Et Poutine ne peut pas non plus s'arrêter. Beaucoup de gens s'attendent à ce que des négociations de paix lui offrent une issue, car le président Donald Trump forcerait l'Ukraine à céder du territoire. En réalité, cette voie devient de moins en moins probable, et même si un accord de paix était conclu, les conséquences internes en Russie menaceraient de provoquer une instabilité économique et politique, ruinant ainsi les plans de M. Poutine d'être compté parmi les plus grands tsars de l'histoire. Le magazine qualifie les acquis de la guerre de dérisoires, et la situation sur le front ne laisse pas espérer de changements fondamentaux. Mais encore une fois, Poutine ne peut pas tout abandonner, c'est pourquoi il essaie de tirer le maximum de son armée. Et comme la question des ressources humaines est particulièrement aiguë, le renforcement des troupes repose exclusivement sur l'argent. Or, il y en a de moins en moins. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, Poutine prépare déjà une mobilisation. Les analystes notent qu'un certain nombre de récentes décisions des autorités russes témoignent de la préparation à l'appel des réservistes. Ainsi, le 18 février, la Douma d'État de Russie a adopté en première lecture un projet de loi qui renforcera les mesures préventives contre l'évasion du devoir de défendre la patrie. Ce document donnera probablement à Moscou la possibilité de punir les Russes qui critiqueront la conscription des réservistes. Mais un autre événement en témoigne également. On dit que c'est précisément à cause de la mobilisation à venir que Telegram est en train d'être restreint en Russie. Alors que Poutine réfléchit encore à la manière de lancer une nouvelle campagne de mobilisation, son vassal biélorusse Alexandre Loukachenko l'a déjà commencé. Les médias rapportent que des convocations à des rassemblements militaires ont commencé à être envoyées massivement aux hommes. C'est surtout à l'ouest de la Biélorussie que cela se passe le plus activement. Les réseaux sociaux sont déjà en panique, car on emmène aussi bien des pères de famille nombreuses que des hommes qui n'ont jamais servi auparavant. Et en plus, on ne laisse pratiquement à personne le temps de se préparer à ces rassemblements. Hier, mon mari a reçu sa convocation à 8 h du matin et à 18 h, ils l'ont emmené. Aujourd'hui, il est déjà sur le terrain d'entraînement, apparemment pour un mois. Dans le même temps, les autorités biélorusses assurent qu'il ne s'agit que d'un contrôle, d'un test de préparation et d'une réaction à la rhétorique agressive de l'Occident. C'est intéressant, la rhétorique agressive de l'Occident. Est-ce le refus d'accorder des visas à la délégation biélorusse pour le premier sommet du Conseil de la paix, où Trump avait invité la Biélorussie avec Loukachenko à sa tête? Mais revenons au rassemblement. Le média Suspelno s'est entretenu avec un opposant biélorusse sous couvert d'anonymat afin de savoir si ces rassemblements représentent une menace réelle pour l'Ukraine. Selon l'expert, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'Ukraine à propos de ces rassemblements. C'est simplement que Loukachenko s'inquiète beaucoup après les événements au Venezuela et veut d'une certaine manière comprendre ce qui lui arriverait si on essayait de faire avec lui ce qui a été fait avec Maduro. Loukachenko sera rassuré que son armée l'aime, lui est fidèle, que tout va bien et tout le monde retournera à sa place. De toute façon, tout d'abord, Loukachenko n'a pas le potentiel de combat nécessaire pour tenter d'entrer en Ukraine. Deuxièmement, les militaires biélorusses n'iront tout simplement pas. Il y a peu de pro-russes. Je pense qu'ils sont moins de 10%. Et les autres ne partiront pas. S'ils n'ont pas pu les envoyer le 3e jour après le début de l'agression à grande échelle fin février 2022, alors maintenant, alors que les Biélorusses constatent clairement l'ampleur des pertes de l'armée russe et que cette dernière ne peut rien faire, eh bien, où allons-nous? C'est absolument impossible. Troisièmement, l'Ukraine n'a jamais été et ne sera jamais un ennemi du Bélarus. Dans le même temps, la Fédération de Russie fait état d'une conversation téléphonique entre Poutine et Loukachenko. Les dirigeants ont discuté des préparatifs de la réunion du Conseil suprême d'État de l'Union, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, à Moscou. Pensez-vous que cela puisse être lié d'une manière ou d'une autre à la distribution des masses, des convocations en Biélorussie? Et, selon vous, est-il vraiment possible que Loukachenko envoie les siens en Ukraine?
En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis le Kazakhstan, la Moldavie, l'Europe et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous sommes très reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez aussi sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et nous, en attendant, continuons. La suite sera la plus intéressante. Compte tenu des mouvements incompréhensibles en Biélorussie, de la décision de la Pologne de se retirer de la Convention d'Ottawa. C'est plus que jamais d'actualité d'ailleurs. Et à Varsovie, on le comprend aussi. Sur fond de retrait de la Convention interdisant l'utilisation des mines antipersonnelles, le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que son pays pourrait installer des mines antipersonnelles le long de toute sa frontière. En 48 heures, et les déployer. Elles sont prévues dans le cadre du projet Bouclier de l'Est pour protéger les frontières avec la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. Aujourd'hui, vous avez vu une brève présentation des capacités du système Pliouche. Nous sommes en train d'achever ce projet de mine dans le cadre du Bouclier de l'Est qui est crucial pour notre sécurité, pour la sécurité de notre territoire frontière. Cela signifie également que nous aurons bientôt la possibilité de miner la frontière polonaise en cas de menace grave. En 48 heures, Je rappelle qu'auparavant, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande s'étaient de retirer du traité interdisant l'utilisation des mines antipersonnelles. Et encore plus tôt, certains des voisins de la Russie et de la Biélorussie mentionnés ont commencé à construire des barrières spéciales à leurs frontières. L'Ukraine peut encore se battre pendant plusieurs années, selon la commandante de la Garde nationale d'Ukraine. Alexandre Pivnenko a déclaré que l'Ukraine est capable à 100% de poursuivre la guerre. C'est pourquoi il n'est pas question d'abandonner des territoires. la priorité actuelle est simplement la survie. Pour le moment, je pense que la priorité est le cessez-le-feu et la survie. Les responsables américains semblent suggérer que cela pourrait finir par vous contraindre à accepter la demande de la Russie, d'abandonner définitivement les territoires de l'Est que vous contrôlez encore, ainsi que les villes stratégiques et les divers lieux considérés comme cruciaux pour la défense ukrainienne. Je pense que c'est impossible pour le moment. La cessation des combats le long de la ligne de front est une histoire que nous pouvons encore comprendre. Et personne ne cédera de territoire. Dans le même temps, le Wall Street Journal, citant des responsables de l'UE, écrit que la guerre en Ukraine se poursuivra pendant encore 1 à 3 ans. La publication affirme que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà annoncé, dans un cercle restreint de conseillers, que la guerre se poursuivra, les négociations ayant échoué. Il s'agirait d'un plan visant à poursuivre la guerre pendant au moins 3 années supplémentaires. Selon la publication, les négociations actuelles entre l'Ukraine et la Russie ressemblent de plus en plus à un jeu politique dont l'objectif principal n'est pas d'atteindre la paix, mais d'éviter les critiques du président américain Donald Trump. Les deux parties, comme le souligne le WSJ, tentent de montrer leur volonté constructive afin de ne pas être accusés de faire échouer le processus de paix. Les expressions diplomatiques optimistes à la mode masquent l'impasse du processus de paix qui, selon de nombreux observateurs et même certains participants, s'est transformé en théâtre politique. Dans le bureau du président, on a déclaré qu'aucune instruction n'avait été donnée pour se préparer à une guerre de longue durée. Le conseiller de Zelensky, Litvin, affirme qu'il s'agit d'un fake. De plus, aucune remarque négative n'a été faite concernant les négociations. De son côté, la chaîne Telegram Ukraine Context écrit que Volodymyr Zelensky a chargé le ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, de préparer un plan pour que l'Ukraine puisse continuer à mener efficacement la guerre pendant encore 1 an. À l'administration présidentielle, on compte sur le fait qu'à travers des innovations technologiques et managériales, l'Ukraine pourra obtenir certains succès sur le champ de bataille et renforcer considérablement ses positions lors des négociations. Pour notre part, nous nous abstiendrons de faire des prévisions et vous raconterons ce qui se passe aujourd'hui sur le front. L'Institut pour l'étude de la guerre écrit que les forces de défense ukrainiennes ont repoussé l'ennemi au centre de Kupiansk. Dans le même temps, les analystes de Deep State rapportent que l'ennemi a progressé à Reznikovka, Golubovka et près de Grishinovo. De plus, l'adversaire a presque occupé Mirnograd. Si l'on parle des dernières mises à jour, vous pouvez vous-même constater qu'en réalité, l'histoire de Mirnograd touche à sa fin. Il ne reste actuellement que les quartiers nord-ouest, où certains combats se poursuivent encore, mais malheureusement, l'ennemi s'empare de cette ville et s'y regroupe. Là-bas, il établit ses positions et l'a en fait presque entièrement occupée. Le porte-parole des forces de défense du Sud, Vladislav Voloshin, de son côté, déclare que dans la direction d'Alexandrovsk, les forces de défense ukrainiennes bloquent l'avancée de l'ennemi. Sur certains secteurs, nous avons partiellement bloqué l'avancée de l'ennemi. Sur d'autres, nous le détruisons et nous l'empêchons de faire venir un groupe de consolidation. Nous réduisons également la zone grise.
En outre, non seulement les militaires ukrainiens retiennent l'ennemi sur toute la ligne de front, mais les forces armées ukrainiennes neutralisent aussi les équipements russes. Les combattants de la garde nationale ont détruit 13 unités de matériel ennemi coûteux dans la région de Louhansk. Les soldats du détachement spécial Laser, du groupe de la garde nationale d'Ukraine, ont mené une opération début février. La reconnaissance aérienne a repéré un regroupement de matériel russe, après quoi une frappe précise et puissante a été portée. Les Russes ont perdu un lance-flammes lourd Solntsepiok, 3 canons automoteurs Pion et plusieurs autres véhicules blindés. De plus, l'état-major général a indiqué que les forces de défense avaient frappé plusieurs postes de commandement ennemis, des dépôts et des zones de concentration de troupes russes sur les territoires ukrainiens temporairement occupés. L'Ukraine continue également de harceler l'ennemi en Crimée occupée. Dans la nuit du 20 février, des explosions ont retenti sur la péninsule, près des aérodromes militaires de Katcha et Belbek, ainsi qu'à Bakhchisaray et Sébastopol. Les autorités d'occupation ont confirmé les explosions et signalé une attaque de drones. La chaîne fonctionne encore de la même manière. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Les subordonnés de Drilla, le commandant idiot du FSB, un bureau de bons à rien. Voici comment le général russe Roman Demurchiev décrit avec force détail l'armée et les services spéciaux de la Fédération de Russie. Commandant adjoint du 20e groupe d'armées combiné de l'Ouest. Liamen hurle qu'il est hystérique et stupide. Cela ne fait que gêner et créer de la nervosité. Zaluron. Chiffon. Dans. Hier à 21h, Gemchenko, chef d'état-major, a appelé. Gemchenko est un incapable. Il est sous la protection de Charme et le couvre. Il m'a demandé de ne pas le faire chier. C'est juste entre nous. Je vais quand même le faire chier. C'est un vrai lent. Et où sont les obus? Que Liamin appelle son ami Gerasimov. Il n'appellera pas. Connard. Je sens qu'il va faire un sale coup à l'état-major. Il tirera des conclusions hâtives avec sa tête qui tourne. Allez tous vous faire foutre. Je peux ressentir cette atmosphère même ici. Merde. Comment ça se passe entre vous et Serdyukov? Un monstre? Lui aussi. Pas encore. Je ne veux même pas avoir affaire à lui. Kopli est un animal stupide. Ils se méritent tous les deux. Bête comme ses pieds, mais au quartier général de tout le groupe. C'est le bordel. Un vrai bordel. Kopli est l'incarnation même de la stupidité et de l'idiotie. Il a même viré ses concierges du district. Teplinsky vient des troupes aéroportées. Qui nous dirige? Une armée de débiles, de lèche-bottes et de traîtres lâches. Serdyukov et Kopli, c'est un sandwich de débiles arrogants. Le projet Skemi de Radio Svoboda a obtenu à sa disposition un gigaoctet de correspondance d'un général russe où, entre autres, il discutait aussi du meurtre de prisonniers. À Novoprokopovka et Verbovoï, les hommes de Cheropiliani ont capturé un type assez insolent, d'environ 30 ans, avec une radio, apparemment le chef du groupe lors de l'assaut. Il parlait à contre-cœur. Les soldats l'ont alors achevé dans la tranchée. Demurchiev a également parlé des tortures infligées aux militaires ukrainiens. Il se vantait auprès de sa femme d'avoir coupé les oreilles de soldats ukrainiens. L'ambiance s'est améliorée.
Je pensais que c'était des histoires du temps de la Tchétchénie. Mais il s'avère que c'est vrai. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je vais en faire une guirlande et l'offrir. Comme des oreilles de porc pour accompagner la bière. Ouais. Dambriouchiev a tellement critiqué le commandement militaire russe qu'il semble que sa tête va bientôt tomber. Et bien sûr, ses galons aussi. Quoique ce sera peut-être même pire. Les Kadyrovtsi pourraient aussi s'occuper de ce courageux virtuel. Oui, les unités tchétchènes. Il en a parlé aussi. L'état-major général fonde de grands espoirs sur vos unités en ce moment. Pourquoi sur moi? C'est quoi le truc? La prise de nouveaux territoires. Il faut montrer ça au peuple, à la télé et au tsar aussi. Je vois. On m'a donné 2000 Tchétchènes, des trouillards et des spécialistes du marketing. Qu'est-ce que je vais montrer? Rien que des intrigues. Les seuls à montrer des résultats, ce sont les slaves, et ils sont peu nombreux. D'ailleurs, le grade de général de Demourtchev est relativement récent. Vladimir Poutine le lui a attribué en 2024. Quant au reste de la correspondance, il n'y a rien de nouveau. Un militaire russe parle des problèmes de commandement et de logistique, du népotisme et de la corruption. En bref, il a totalement discrédité l'armée russe. Il n'aide pas directement, mais l'aide augmente. La Chine a mis au point une nouvelle route d'approvisionnement de drones vers la Russie. Selon Bloomberg, Pékin exporte des drones vers la Russie via la Thaïlande. Selon Les journalistes, les livraisons passent notamment par la société SkyHub Technologies Ltd. SkyHub, dont le bureau est situé dans un gratte-ciel au centre de Bangkok. Dans le pays, elle occupe la 2e place en termes d'importation de drones depuis la Chine. En même temps, SkyHub est enregistré comme service de location de voitures et auparavant, elle travaillait dans le domaine de la géologie. En 2025, sur une période de 11 mois, la Thaïlande a reçu de Chine des drones pour une valeur de 186 millions de dollars, tandis que la Russie, de son côté, a acheté des drones en Thaïlande pour 125 millions. C'est pour donner une idée de l'ampleur. Cela représente 88% de l'ensemble des exportations thaïlandaises de ce produit et c'est 8 fois plus que l'année précédente. L'itinéraire via la Thaïlande a commencé à être activement utilisé en raison des sanctions imposées contre les entreprises du Kazakhstan et des Émirats arabes unis, qui auparavant étaient également impliqués dans ce type de commerce. Et maintenant, des nouvelles du front, et elles sont bonnes. En 5 jours, les forces armées ukrainiennes ont libéré plus de 200 km² de territoire. Selon les informations des médias The Guardian et AFP, il s'agit de la plus grande libération, la plus rapide, depuis le début de la contre-offensive en juin 2023. L'Institut pour l'étude de la guerre confirme ces succès. Du 11 au 15, les forces armées ukrainiennes ont repris 201 km² aux occupants. Comme le souligne l'AFP, les troupes ukrainiennes ont pu profiter des problèmes rencontrés par les Russes avec les terminaux Starlink. Les forces de défense de l'Ukraine ne commentent pas encore ces informations. Pendant ce temps, le commandant en chef, Oleksandr Syrski, rapporte que les forces armées ukrainiennes mènent des actions d'assaut dans la direction d'Alexandrovsk, ainsi que dans les zones de Ouliaïpol, dans la région de Zaporijia. L'ennemi ne renonce pas à ses intentions de percer nos lignes de défense. Il mène des attaques constantes, y compris avec l'utilisation d'armes et de matériel militaire, mais sans succès significatif. Les soldats des forces de défense tiennent certaines lignes et positions, déjouent les intentions de l'ennemi et lui infligent des pertes importantes, tant en effectifs qu'en matériel. Dans le même temps, nos unités mènent des actions efficaces de contre-attaque et d'assaut, utilisant de manière performante les systèmes de drones, l'artillerie et les moyens de guerre électroniques. Cependant, la situation sur le front reste difficile, en particulier dans la direction de Pokrovsk. Selon les analystes de Deep State, la défense de Myrnorad touche à sa fin, la ville est progressivement occupée par l'ennemi. Le commandement opérationnel ET signale également des tentatives constantes de l'ennemi de pénétrer dans la ville. Récemment, l'armée russe a tenté de percer avec des véhicules blindés en direction du centre de Myrnorad. Grâce à la coordination entre la reconnaissance aérienne et les unités d'assaut, l'ennemi est, dans la plupart des cas, détecté et neutralisé à l'avance. En particulier, les tentatives de percée avec des véhicules blindés vers le centre de la ville ont été détectées à temps. Les véhicules ennemis ont été détruits. L'activité de l'ennemi est également confirmée par les militaires sur le terrain. Selon le démon de Bakhmout, des combats très intenses se déroulent actuellement près de Myrnorad et de Kostiantynivka. Les forces ennemies tentent constamment d'avancer et d'importantes ressources sont consacrées à contenir ces attaques. Dans le même temps, les troupes ukrainiennes continuent de traquer l'occupant dans la région de Myrnorad. La 79e brigade indépendante et la 10e brigade d'assaut publient la vidéo correspondante. Et un autre point important. En Russie, des messages sur la prise totale de Myrnorad circulent depuis longtemps, déjà depuis décembre.
Cependant, l'un des plus grands médias de propagande russe, RIA Novosti, a récemment annulé une publication où le chef de l'état-major général russe, Gerasimov, et le ministre de la Défense, Belousov, annoncèrent la prise de la ville. Cela s'est produit à la demande du ministère russe de la Défense. Pour ma part, je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent la ligne de front et résistent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Si cela se confirme, ce sera l'un des scoops militaires les plus retentissants de ces derniers mois. Il semble que le ciel ukrainien ne soit plus protégé uniquement par nos pilotes. Selon le réputé média français Intelligence Online, une escadrille internationale distincte sur des chasseurs F-16 a été créée au sein des forces aériennes ukrainiennes. Elle regroupe des pilotes ukrainiens ainsi que des vétérans expérimentés venus des États-Unis, d'Amérique et des Pays-Bas. Selon les informations, ces personnes effectuaient déjà de véritables missions de combat dans le ciel ukrainien. Dans la composition figurent des pilotes américains ayant une vaste expérience de combat en Afghanistan. L'un d'eux a récemment participé à des opérations au Moyen-Orient avant de rejoindre la défense de l'Ukraine. Du côté néerlandais, des pilotes formés dans des écoles européennes d'élite spécialisées dans le combat aérien, les tactiques modernes, l'interception et la guerre aérienne de haute technologie ont été mobilisés. Intelligence Online précise que les vétérans occidentaux ont signé des contrats temporaires avec des rotations de 6 mois renouvelables. Ils n'ont pas de grades officiels dans la structure ukrainienne. Les unités ont été formées dans la plus grande confidentialité. La principale mission est de renforcer la défense antiaérienne de la région de Kiev. Presque chaque jour, les escadrilles accomplissent des missions de combat. Il s'agit d'intercepter des missiles de croisière, les calibres, les Kasta-1 et les drones d'attaque qui ciblent régulièrement les infrastructures énergétiques de la ville. Les chasseurs opèrent sous la forme de patrouilles nocturnes, avec une réaction rapide à toute menace aérienne. L'Ukraine a officiellement démenti l'information retentissante concernant la présence de pilotes étrangers dans les forces armées ukrainiennes. Le chef du service de communication des forces armées ukrainiennes, Yuri Ignat, a déclaré que toutes les missions de combat sont effectuées exclusivement par des pilotes ukrainiens. Telegram pourrait être complètement bloqué en Russie dès le 1er avril. De nombreux médias russes rapportent cette information en exclusivité. Selon les sources de Baza, plusieurs agences se préparent, sous la direction de Roskomnadzor, à un blocage total de Telegram. À partir du 1er avril, le messager ne fonctionnera plus pour les Russes, que ce soit via Internet mobile, Wi-Fi ou n'importe quel fournisseur. Les Russes, imaginez simplement, vous ouvrez Telegram et il n'y a plus rien. Plus de chats, plus de chaînes, plus de nouvelles, plus rien du tout. Juste une notification officielle de la part de Roskomnadzor. C'est pour votre propre sécurité. En un mot, le vide, mais vous y êtes déjà habitué. Orbán attaque à nouveau violemment l'opposition. Le Premier ministre hongrois accuse le parti TISA d'avoir conclu un accord secret avec Bruxelles et Kiev. Il semble que ce soit son principal coup porté à ses concurrents avant les élections. Selon l'ami de Poutine, Viktor Orbán à Munich, le leader de l'opposition Péter Magyar aurait conclu un pacte secret qui inclurait prétendument le renoncement de la Hongrie à son droit de veto dans l'Union européenne, le soutien au pacte migratoire et l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE. C'est avec ces accusations qu'Orbán s'est exprimé lors d'un événement du parti en annonçant la liste électorale. Le Premier ministre hongrois a déclaré qu'en cas de victoire du parti TISA aux élections parlementaires du 12 avril 2026, la Hongrie perdrait le contrôle de ses frontières, s'ouvrirait aux migrants et, de surcroît, se retrouverait entraînée dans un conflit avec la Russie. Orbán a réaffirmé que la Hongrie ne financerait pas Kiev et il n'enverra certainement pas ses jeunes se battre en Ukraine. De son côté, l'opposition dément toutes les accusations. Orbán. Ils affirment vouloir soumettre la question de l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE à un référendum. Je rappelle que le leader de l'opposition, Péter Magyar, a déclaré qu'il avait été piégé dans un piège à scandale et que le gouvernement de Viktor Orbán veut utiliser cela pour le discréditer lors des prochaines élections. Selon Adair, son ex-petit ami l'a entraîné dans une situation compromettante et il a rejeté l'accusation de consommation de drogue. Comme le dit le politicien, le gouvernement de Viktor Orbán utilise des méthodes de services secrets pour le discréditer. Les journalistes ont reçu une photo prise dans une chambre à coucher avec l'inscription « Bientôt », ce qui laisse entendre la sortie inévitable d'une sextape. L'image s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, suscitant de vives discussions. La vidéo, pour l'instant, n'est pas apparue sur Internet.
De nombreux journalistes ont reçu un lien vers des enregistrements vidéo de la Chambre. Je soupçonne qu'ils s'apprêtent à publier des enregistrements réalisés avec du matériel des services secrets et peut-être falsifiés avec des interactions intimes. De moi et de ma partenaire à ce moment-là. Oui, j'ai 45 ans, j'ai une vie sexuelle avec une partenaire adulte, des sous-vêtements chers de Fidesz. Publiez ce que vous voulez, falsifiez. Comme vous voulez, je n'ai pas l'intention de reculer à cause du chantage et des menaces. La rhétorique agressive d'Orban à l'égard de son principal concurrent et de l'Ukraine s'explique très simplement. Ce poutiniste est en retard dans les sondages de 8 à 12 points à l'approche des élections. Eh bien, la situation s'échauffe. Voyons si cette stratégie d'Orban fonctionnera. Des temps difficiles s'annoncent en Russie, et là-bas, on en parle déjà ouvertement. Nikolaï Patrouchev, l'une des personnalités les plus influentes du pouvoir russe, a accordé une interview au journal de propagande Arguments et Faits. L'assistant du président et président du Collège maritime de Russie prédit ouvertement de sérieux problèmes pour la flotte marchande russe. Selon lui, les attaques contre les navires et les cargaisons russes de la part de l'Occident vont se multiplier. Patrouchev qualifie ces actions de piraterie et accuse l'Occident de tenter de bloquer complètement l'accès de la Russie aux mers. Et il avertit que si la Russie ne riposte pas fermement, bientôt les Anglais, les Français et même les Baltes deviendront soi-disant totalement effrontés. Dans cette situation, nous devons miser sur la création d'une flotte de haute technologie. C'est pourquoi l'une des priorités que nous inscrivons dans les documents mentionnés est le leadership technologique. Patrouchev souligne que toute tentative de blocus maritime est illégale au regard du droit international et que la Russie est prête à répondre d'abord par la diplomatie et des mesures juridiques. Mais si cela ne fonctionne pas, alors par la force navale, y compris en brisant le blocus. Il a même laissé entendre qu'en réponse, la Russie pourrait commencer à s'intéresser à ce qui est transporté ici, sous pavillon européen. Le 16 février, un nouveau cycle de négociations tripartites entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie a débuté à Genève. C'est déjà le 3e. Cycle de négociations de ces dernières semaines. Les précédents ont eu lieu à Abu Dhabi et ils se poursuivent aujourd'hui, le 18 février. Mais parlons moins de la table des négociations elle-même que des positions et des déclarations avec lesquelles les parties ont abordé cette réunion. La veille, juste avant le début du cycle de Genève, le président américain Donald Trump s'est adressé à l'Ukraine avec un message plutôt ferme. Ce sont des négociations importantes, ce sera très facile. Écoutez, l'Ukraine ferait mieux de s'asseoir à la table des négociations au plus vite. En revanche, une explication plus nuancée est venue de Washington. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que la Maison-Blanche n'obligeait personne à quoi que ce soit, y compris l'Ukraine, à accepter un accord de paix défavorable. Dans le même temps, Rubio a déploré que Trump soit critiqué et condamné précisément pour ses tentatives de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il dit que tout le monde veut la paix, mais dès que quelqu'un essaie réellement de l'obtenir, les accusations commencent immédiatement. Mais si, par paix, on entend la fin de la guerre? Si cela se fait aux conditions de la Russie, avec des concessions territoriales, une démilitarisation et un refus de l'OTAN, alors oui, un tel accord rapide sera effectivement condamné. Parce que pour l'Ukraine, ce n'est pas la paix, mais une capitulation sous la pression. Et justement, parlons des négociations. L'Ukraine ne retirera pas ses troupes du Donbass ukrainien. Dans le même temps, pour qu'un processus de négociation constructif ait lieu, il est nécessaire d'instaurer un cessez-le-feu. C'est précisément avec cette position que la délégation ukrainienne s'est rendue à Genève. Nous allons vous expliquer dans notre reportage ce qui doit être discuté lors des négociations. Cessez-le-feu, garantie de sécurité et reconstruction d'après-guerre. Voilà ce que l'Ukraine attend des États-Unis dans le processus de négociation. La première de ces étapes, selon Zelensky, consiste en des garanties de sécurité fiables que Trump doit fournir sans accord avec Poutine, car il doit s'agir de garanties de sécurité de la part des États-Unis. La deuxième étape, selon Zelensky, est la nécessité d'allouer des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine, après la fin de la guerre russo-ukrainienne. Et la troisième étape, c'est le cessez-le-feu sur le front russo-ukrainien. Selon Zelensky, Trump doit faire pression sur Poutine afin qu'il accepte de cesser le feu et d'arrêter les hostilités. Jusqu'à présent, l'une des questions clés qui n'a pas connu de progrès reste celle des territoires. Au minimum, ce qu'ils veulent, c'est le Donbass, la région de Donetsk, mais à 100% afin de pouvoir présenter cela comme une victoire à leur société. Peut-être même pas pour la société, parce que parfois, on pense qu'il s'agit de la société, mais c'est peut-être pour lui-même. C'est une victoire pour lui personnellement. Je ne suis pas sûr qu'il réfléchisse à la manière de vendre quelque chose à la société, car il peut le faire à tout moment. Il l'a fait au cours des 30 dernières années. C'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas simplement retirer nos troupes de notre territoire ou échanger des territoires. Un morceau contre un autre. C'est quelque chose de complètement fou,
C'est justement pour cela qu'il ne s'agit pas simplement de territoire. En fait, la question des territoires deviendra centrale lors des négociations à Genève. Par ailleurs, lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain Marco Rubin, Zelensky a également annoncé que les attaques russes contre le secteur énergétique ukrainien, auxquelles l'Ukraine, soit dit en passant, n'a pas répondu, seraient discutées à Genève. Nous n'avons pas beaucoup de missiles flamands. Nous les avons utilisés il y a quelques jours dans la zone où se trouve le système Oreshnik et nous verrons les résultats. Mais je pense que nous avons obtenu des résultats. Il est très important que nous travaillions à augmenter le nombre de ces missiles. Le Kremlin confirme également que la question des territoires sera l'un des sujets clés à Genève. Ils annoncent également des changements dans la composition de leur délégation. Un nouveau cycle de négociations sur la régulation ukrainienne aura également lieu dans le format trilatéral russo-américano-ukrainien, les 17 et 18 février à Genève. Cette fois, la délégation russe sera dirigée par l'assistant du président russe, Medinsky. En fait, c'est parce que la question des territoires sera discutée à Genève que l'on explique que, cette fois, la délégation russe sera dirigée par l'assistant de Poutine, Vladimir Medinsky, connu notamment pour avoir créé une pseudo-histoire russe et diffusé des récits de propagande. Encore une fois, si l'on parle des changements de personnel qui ont eu lieu avant le prochain cycle de négociations à Genève, ce n'est déjà plus Abu Dhabi. Là-bas, au lieu du chef du GUR, qui d'ailleurs, d'après ce que je comprends, est resté dans la délégation russe, c'est M. Medinsky, bien connu de nous pour le processus de négociation à Istanbul, qui était totalement dans l'impasse et sans perspective, qui est apparu. D'un point de vue politique, le processus de négociation, où, à part la piste humanitaire concernant l'échange de prisonniers, il n'a en réalité été possible d'atteindre aucun résultat. Le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Galouzine, autre partisan de la ligne dure en Ukraine, sera aussi présent. Et une autre personne très intéressante a rejoint ce groupe de négociation. Il s'agit de M. Galouzine. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie qui, avant ce cycle de négociations à Genève, a déjà fait une déclaration assez surprenante. À savoir que la Russie veut discuter avec l'Europe et l'Amérique de l'instauration de quoi en Ukraine? Exactement, d'une tutelle extérieure. C'est-à-dire exactement ce dont Poutine parle depuis très très longtemps. Et de tels changements au sein du groupe de négociation russe sont une preuve supplémentaire que le Kremlin ne fait qu'imiter des négociations. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à dire que la Fédération de Russie n'est pas disposée à adopter une attitude constructive dans le processus de négociation et continue de faire semblant. C'est ce qu'a déclaré Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Il l'a affirmé explicitement. De plus, dans sa dernière déclaration, c'est ce qu'a souligné Kaja Kallas, la principale diplomate de l'Union européenne, qui occupe également le poste de commissaire aux questions de sécurité de l'Union européenne. Elle a également souligné que la Russie simule le processus de négociation et, en réalité, elle n'est pas disposée à la paix. C'est ce dont témoignent ces déclarations et ce qu'ils disent dans l'espace public. Faut-il s'attendre à des progrès significatifs lors de la rencontre à Genève ? La question est rhétorique, car bien que le processus de négociation ne ressemble plus à ce qu'il était il y a quelques années, le Kremlin reste ferme sur les questions clés et cherche à exercer un contrôle total. Sur l'Ukraine, le Japon s'est impliqué dans la guerre et il est du côté de l'Ukraine. Des armes, des technologies, voilà ce que Tokyo est prêt à fournir à Kiev. En effet, le Japon a l'intention de reprendre aux Russes les îles Kouril, qui lui reviennent de droit. Aujourd'hui, le Japon est l'un des partenaires clés de l'Ukraine. Les relations de notre pays avec le Japon sont actuellement, en temps de guerre, plus étroites que jamais. Et le Japon nous soutient de manière fondamentale. Tokyo a accordé plus de 13 milliards de dollars d'aide. L'accent principal est mis sur l'aide financière et les programmes humanitaires. Le Japon, en tant que membre éminent et actif au sein du club de la coalition des plus grandes puissances économiques occidentales et des économies mondiales, en sa qualité de membre permanent du G7, demeure aujourd'hui un partenaire stratégique extrêmement proche et essentiel. Quelque chose de plus important pourrait apparaître à l'horizon. Le Japon envisage de rejoindre l'initiative Pearl dans le cadre d'un format de soutien à long terme à l'Ukraine. Nous apprécions beaucoup que le Japon occupe une telle position de leader non seulement dans la région du Pacifique, mais aussi à l'échelle mondiale.
C'est un soutien important à notre résilience et grâce à cela, à l'ordre international fondé sur des règles. De plus, Tokyo est prêt à allouer des fonds pour la fourniture d'équipements de défense non létaux. Il s'agit de systèmes de radars, de moyens de surveillance, de gilets pare-balles et d'autres équipements de protection pour les militaires. La politique de sécurité japonaise est restée extrêmement prudente pendant des décennies. Mais la situation évolue après la victoire électorale de la femme Premier ministre. J'ai toujours éprouvé un immense amour et un grand respect pour le Japon. Et je dirais que nos relations seront plus solides que jamais. J'ai hâte de travailler avec vous et au nom de notre pays, je tiens à vous dire ceci. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de n'importe quel service, tout ce que je pourrais faire pour aider le Japon, souvenez-vous que nous sommes prêts. La ligne politique que promeut Takaichi prévoit la levée des restrictions sur le développement de ses propres forces armées, la révision des interdictions d'exportation et de réexportation d'armes, ainsi qu'un rôle plus actif du Japon dans les questions de sécurité collective. En ce qui concerne les mécanismes essentiels de sécurité collective internationale, il est absolument impératif de comprendre qu'il ne faut surtout pas agir avec précipitation. Oubliez que lorsque Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le Japon a de nouveau commencé à défendre avec vigueur son droit sur les îles Kouriles que l'URSS avait annexées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils tremblent pour les îles Kouriles, qui ne représentent même pas une parcelle de leur terre natale, alors qu'ils cèdent à la Chine des territoires bien plus vastes que ces mêmes îles Kouriles. L'État agresseur considère les Kouriles exclusivement comme un objet politico-militaire. Par exemple, en 2017, la Fédération de Russie y a déployé une division militaire supplémentaire, ce qui a provoqué la protestation du Japon. Dès ce printemps, le gouvernement japonais se prépare à proposer à la Russie un plan détaillé d'activités économiques conjointes sur les Kouriles du Sud. Tant que Poutine est au pouvoir, il me semble que la conclusion de tout accord est peu probable, car le tourisme, bien sûr, c'est une bonne chose, mais comme on dit, les partenaires économiques de la Russie de Poutine sont déjà établis. Ceci n'est pas le Japon, ceci est la Chine. Sans le soutien de la Chine, la Russie n'aurait pas pu lutter aussi longtemps. Il est clair que la Chine est un adversaire géopolitique du Japon. Dans le même temps, la Chine continue de renforcer ses communications stratégiques et se félicite de sa coopération avec la Corée du Nord. Au Japon, on comprend que grâce à la Russie, les soldats nord-coréens acquièrent des compétences dans cette guerre. Plus de 10 000 soldats nord-coréens ont été envoyés à la guerre d'Ukraine depuis la Russie. Là-bas, ils apprennent de nouvelles méthodes de combat, avec des drones, l'intelligence artificielle, dans le cyberespace et avec des armes traditionnelles. En revenant à la Corée du Nord, il faut se demander à quelle fin ils utilisent cela et contre qui. C'est pourquoi je dis que l'Ukraine n'est pas un problème lointain. Pour l'Ukraine, l'aide du Japon est importante, tout comme l'élargissement du cercle des États prêts à participer au renforcement de sa capacité de défense. Si la stratégie de Takaichi est mise en œuvre, l'Ukraine pourrait établir une véritable coopération militaire avec le Japon. Avant tout, il s'agit de technologie. Il faut comprendre que du point de vue des technologies modernes, peut-être même que le Japon vit dans un autre siècle que nous, et en ce sens, bien sûr, l'aide technologique du Japon pourrait s'avérer tout simplement irremplaçable. Nous comprenons que la plupart des technologies à double usage peuvent parfaitement être utilisées aussi sur le champ de bataille. Les relations et les liens établis précédemment entre l'Ukraine et le Japon aideront à l'avenir dans le contexte de la nouvelle étape historique de la militarisation du Japon et de la construction de nouvelles alliances de sécurité. La Pologne prépare une facture à la Russie pour la période soviétique. Il s'agit de réparation pour les crimes et les dommages causés par la domination de l'URSS. Selon The Financial Times, le Premier ministre Donald Tusk a chargé l'Institut de la mémoire nationale de mener une vaste enquête sur les atrocités, les pertes et les conséquences non seulement de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de plus de 40 années de guerre froide lorsque la Pologne était sous le strict contrôle soviétique. À l'Institut polonais, on affirme déjà que cette enquête sera bien plus vaste que le travail similaire mené sur les crimes nazis. Je rappelle qu'en 2022, la Pologne a présenté à l'Allemagne une facture de 1,3 billion d'euros pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette plainte reste toujours en suspens, car Berlin répond qu'après la fin de la guerre, la question est déjà juridiquement close.
Nous continuerons à suivre cette situation et en attendant, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Le procès contre la Russie aboutira-t-il devant les tribunaux ? Des milliers de soldats nord-coréens ont été massés près de la frontière ukrainienne. Quel est l'objectif du Kremlin avec cela et quel rôle joue cette ration de viande fournie par Kim Jong-un ? Plus de détails dans notre article. Dans sa tentative de respecter le dictateur russe, Kim Jong-un a perdu ses meilleurs soldats. J'ai vu mes camarades mourir à côté de moi. Je me cachais dans un abri. En octobre 2024, les troupes nord-coréennes ont rejoint les principaux assassins du XXIe siècle. Au départ, il s'agissait de livrer des brigades du génie. Mais l'armée russe a subi de telles pertes dans la région de Koursk qu'il s'est avéré impossible de les compenser rapidement par ses propres moyens. Le raid doux des troupes ukrainiennes en plein cœur du territoire russe a forcé le commandement à changer ses plans. Au lieu d'ingénieurs, il fallait désormais des unités d'infanterie compétentes. Les troupes russes manquent cruellement de personnel pour couvrir tous les secteurs du front. Et dès qu'une situation critique surgit quelque part, cela entraîne immédiatement, sinon un échec, du moins un affaiblissement des capacités de défense. L'opération se déroule avec succès, strictement conformément au plan préalablement approuvé. Pendant ce temps, plus de 18 000 soldats ont participé à la guerre contre l'Ukraine. Selon les renseignements sud-coréens, environ 6 000 sont morts et seulement 1 100 sont rentrés dans leur pays. Environ 11 000 autres militaires se sont retranchés sur le territoire russe dans la zone de la région de Koursk adjacente à celle de Soumy. Les soldats nord-coréens apprennent les techniques de combat modernes qui sont apparues, qui sont utilisées dans la guerre moderne, comme les systèmes de drones et les systèmes de communication. D'autres encore, comme les systèmes de drones, y compris ceux dotés d'intelligence artificielle, ainsi que, bien sûr, la tactique de combat, qui diffère quelque peu des guerres précédentes. Il s'agit de petits groupes d'assaut. À première vue, il peut sembler que les Nord-Coréens ne font que rester en embuscade, mais leur présence dans la région de Koursk revêt une importance stratégique. Si demain les unités de l'armée populaire de Corée sont retirées de la région de Koursk, tout le groupe sera soudainement affaibli. Et il ne pourra pas seulement mener des actions offensives dans la région de Soumy, mais aussi défendre même les territoires déjà conquis. C'est une sorte de tampon qui permet aux troupes russes de maintenir la ligne de front et de mener des opérations offensives limitées. Les actions menées par les soldats nord-coréens derrière la ligne de front ont permis à Poutine de libérer. Alors, le même nombre, ces mêmes 10 000 soldats russes, peuvent être transférés de l'arrière proche, de la 2e ou 3e ligne, vers la ligne de front pour participer au combat. Ainsi, ils peuvent renforcer numériquement leurs troupes directement sur la ligne de front. Tant que le contingent nord-coréen agit dans le cadre de l'accord entre Pyongyang et Moscou, les soldats ne quittent pas le territoire de la Fédération de Russie. Ils, très probablement, du moins pour l'instant, ne franchiront pas la frontière ukrainienne, mais aideront l'armée russe sur le territoire de la Fédération de Russie. Les raisons officielles invoquées sont le respect des restrictions internationales et la volonté de la Corée du Nord de ne pas aggraver la situation concernant les sanctions. Officieusement, les coûts et les conditions fixées par Kim Jong-un rendent le recours aux Nord-Coréens en Ukraine économiquement et politiquement inabordable pour le Kremlin. Si des troupes nord-coréennes franchissent notre frontière, Kim Jong-un, entre autres, demeure une cible légitime, conformément à la réglementation internationale. UT N'essayez même pas de trouver de bonnes intentions. Tout est banal, simple. Pour Kim Jong-un, envoyer des milliers de soldats à une mort certaine est un moyen de gagner des points et de l'argent. Et pour Moscou, les Nord-Coréens sont une solution temporaire, un pansement qui masque les problèmes systémiques de l'armée. Les Nord-Coréens ont commencé à construire de façon plus ou moins active. Ils ont bâti plusieurs quartiers, quelque part, dans des endroits plus déprimés. Ainsi, dans le nouveau quartier de Hwasan, la rue Séfiolin a été inaugurée. Le dictateur nord-coréen a cyniquement déclaré que c'était en l'honneur des soldats tués par les forces de défense de l'Ukraine. Selon lui, ce site doit devenir une source de fierté pour la génération d'Egorda Séfinian et pour l'État. Ainsi, la présence de Nord-Coréens sur la terre de Koursk est le symbole que les RFiens ne peuvent pas se battre seuls. Et pour l'Ukraine, c'est une preuve supplémentaire que l'ennemi est faible.
À Belgorod, privé d'électricité, s'ajoute désormais Bryansk, également plongé dans le noir, qu'il remercie Poutine. Comment ça se passe là-bas et quels Russes vont encore bientôt payer cher pour leur agression contre les Ukrainiens? Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre article. Les villes frontalières russes sont plongées dans l'obscurité en masse et toute la Russie suit le même chemin. Blogging. Soudain, les petits lapins sauvages passèrent discrètement juste sous la lumière vive, sous la lampe torche. La région de Belgorod a été l'une des premières à subir des coupures de courant. Belgorod vit désormais dans un état de coupure de courant permanente. Les nouvelles attaques ne font qu'aggraver une situation déjà difficile. La nuit du 16 février n'a pas fait exception. Des drones ont frappé la centrale thermique locale et de nouveau, ils ont plongé la région dans un blackout. On filmait, en gros, voilà ce chêne-là. Il n'y a absolument aucune lumière. Tout ce qui fait du bruit, c'est le générateur. Si quelque chose brille à la fenêtre, ce sont les générateurs. Belgorod, là-bas, c'est Belgorod. Là-bas, il n'y a absolument aucune lumière. L'absence de lumière n'est pas le seul problème des habitants de Belgorod. Le chauffage et l'eau sont désormais aussi un luxe. Il y a une semaine à peine, une évacuation massive a été annoncée à Belgorod. La ville s'est retrouvée au bord de la coupure de chauffage. En plus, le gouverneur de la région de Belgorod, Gladkov, a déjà prévenu qu'il ne fallait pas compter sur l'eau chaude avant avril. Nous comprenons que les immeubles de la ville de Belgorod qui sont raccordés au chauffage centralisé ne pourront pas en bénéficier jusqu'à la fin de la saison de chauffage. L'eau chaude. Mais là, Gladkov a un peu menti aux habitants de Belgorod concernant l'eau. Plus loin, en fait, dehors. Plus fort, plus fort. Ils lavent même ça, ils soulèvent. Encore plus fort, plus fort. Voilà, ils vont bientôt enlever le chien, ils préparent. Dans la nuit du 16 février, Bryansk a pris le relais de Belgorod. Les autorités locales ont déclaré avoir abattu plus de 170 drones au-dessus de la région de Bryansk. Il semble que ce soit directement les infrastructures énergétiques qui se sont occupées de l'interception. Après quelques clignotements, la ville a été plongée dans le noir. Et avec l'électricité, le chauffage a aussi disparu. Les réseaux sociaux ont rapporté que la frappe avait visé la sous-station Novobrianskaya à Igonichi. C'est à moins de 20 km de Bryansk. Pour ce genre d'agitation, les Russes doivent remercier Poutine. Et il ne s'agit même pas de la vengeance des Ukrainiens, mais simplement de le remercier d'avoir déclenché la guerre. Je voudrais tout de suite mettre les points sur les i. Il n'y a aucune vengeance. Un travail ciblé de combat systématique.